Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très contents de vous accueillir dans cette 4e session de notre séminaire d'histoire d'Afrique de l'Ouest. Je reconnais quelques noms. Je suis très content de voir que des gens reviennent. On a quelqu'un du Canada, j'ai appris, mais aussi des gens qui viennent du Burkina, de Guinée évidemment pour aujourd'hui, mais aussi de Manchester avec Jad Ocera. Merci à tous d'être avec nous. Alors, je vous rappelle pourquoi on fait ce séminaire de recherche. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que des historiennes et des historiens d'Afrique de l'Ouest parlent d'histoire d'Afrique de l'Ouest en ligne. Nous enregistrons ces séminaires de recherche, ce qui veut dire que même si on n'a pas beaucoup de monde à chaque fois, on arrivera dans quelques années à avoir plein de gens qui auront vu ou entendu votre participation. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Donc, je m'appelle Vincent Héribarin, je suis directeur de l'IFRA et j'organise ce séminaire pas tout seul du tout, avec ma collègue ici qui va se présenter. Oui, bonjour à tous, moi c'est Juliette Reflet, je suis chargée de projet de recherche à l'IFRA Nigeria. Donc, bonsoir à tous. Donc, Madame Diallo Safietou Diallo, va nous parler aujourd'hui de la santé révolutionnaire et populaire en Guinée sous Sékou Touré. Donc, Madame Diallo, la parole est à vous. Vous avez une demi-heure et après, j'ouvrirai pour avoir des questions. J'espère une conversation intéressante. Merci beaucoup. Vous êtes sous votre micro est coupé, Madame Diallo. Voilà. Voilà, on vous entendra. Allez-y. Alors, on va y arriver parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je vis encore au Moyen-Âge. Est-ce qu'on m'entend là? Ah ben, c'est parfait. Et alors, comme vous venez de dire, on va parler de la santé sous Sékou Touré, une santé révolutionnaire et populaire, sa vision, la vision de Sékou Touré pour la Guinée de 1958 à 1984. Alors, bon, moi c'est Safietou Diallo, j'ai soutenu une thèse dont le thème s'intitulait « Formation médicale et infrastructures sanitaires en Guinée de la colonisation à l'an 2000 » à l'université Paris 7. Et de cette thèse est tiré un livre qui s'intitule « Politique de santé en Guinée de la colonisation au début du XXIe siècle » et qui est sous presse chez l'Harmattan. Durant cette demi-heure de discussion, je vous propose quelques points sur lesquels on va s'entretenir. C'est le système de santé de la Guinée en 1958. Le deuxième point sera la définition de la médecine populaire et révolutionnaire par Sékou Touré. Le troisième sera la santé pour tous, comment il va s'y prendre. Et le quatrième point, c'est former les Guinéens et les Guinéennes. Le cinquième, accès aux médicaments. Et puis, on parlera des limites et du bilan de ce système de Sékou Touré. Le système de santé de la Guinée en 1958. C'est vrai qu'il est important de rappeler que la Guinée était sous le joug colonial jusqu'en 1958 et que le premier hôpital, on part de là pour parler du système de santé, en Guinée, il est construit en 1902 par Noël Ballet, et d'ailleurs cet hôpital portera son nom. Il sera opérationnel en 1904. Et il y a eu la construction de 1902 à 1958, il y a eu quand même des constructions dans le système de la santé. Il y a eu un chercheur, Ansoumane Doré, qui tire un bilan. On ne sait pas trop ces données, mais il parle de 2 hôpitaux, et ça c'est physique, c'est vérifiable, c'est l'hôpital Ballet et un hôpital en construction, l'hôpital Donka. En 1957, il n'était pas encore inauguré. Et puis 28 centres médicaux, c'est-à-dire les 28 cercles de la Guinée, 15 infirmeries et dispensaires, 5 formations privées, et puis l'Institut Pasteur de Kindia. Il mentionne aussi près de 3000 lits, c'est que moi je n'ai pas pu vérifier au niveau de mes enquêtes, parce qu'en Guinée, les archives sont vraiment très difficiles.
et pour à peu près 3 millions de personnes. Et là aussi, c'est difficile de savoir la population guinéenne. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, le recensement est très difficile en Guinée. Il faut toujours prendre les données avec beaucoup de précautions. Alors, il n'y avait que 50 médecins africains. Il y avait 22 autres médecins qui n'étaient pas des médecins, qui n'avaient pas le grade de médecin africain. Il y avait 5 pharmaciens et 56 sages-femmes au moment en 58. Et là, il faut savoir, c'est avant la prise de pouvoir avant le référendum de 58. Donc, avant le mois de septembre 58, c'est le bilan qu'on peut dresser du système de santé en Guinée. Et là, Sékou Touré prend le pouvoir en Guinée dans ce contexte-là. Et comme vous le savez, et il y a un autre point que j'ai oublié dans ce bilan-là, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des revendications africaines. Et là, l'administration coloniale a mis en place des systèmes de formation. L'administration a voulu décentraliser la formation qui va être maintenant pas simplement au niveau de la Fédération de Dakar, mais dans les pays. Et c'est dans ce contexte que la Guinée a bénéficié d'une école de formation de sages-femmes de l'AMI de Conakry en 1949. Et donc, c'est dans ce contexte que Sékou Touré prend la tête de l'État guinéen en 1958 au référendum. Et là, la Guinée prend son indépendance et de facto, il y a une rupture avec le système français. Et tous les cadres français, ou presque, quitteront la Guinée, emporteront archives ou matériel. Là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il ne restera que 5 médecins français en Guinée. Et là, le pays sera obligé de faire face à ce désert médical-là, à ce désert de médecins laissé par l'administration coloniale. Et Sékou Touré, quelle sera sa politique générale tout de suite? Il va s'armer d'un mot et il va conjuguer ce verbe-là jusqu'à la fin de ses 26 ans de règne, c'est révolutionner. Sékou Touré veut tout révolutionner. Il veut révolutionner l'homme africain, il veut révolutionner sa tête, révolutionner ses façons de faire, révolutionner tout et dans tous les secteurs de la vie de son pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sékou Touré ne fait pas de la santé comme une priorité dans sa première politique nationale. Il met l'éducation au centre, au cœur. Et ça, c'est vrai, tout le temps de son règne, il le fera. Mais là, les premières années de l'indépendance, ce sera l'éducation. Même des projets, parce qu'il y avait un hôpital à Kankan qui était en construction, il le détournera au profit de l'éducation. Ce sera une école normale, puis ça deviendra l'Institut de formation, l'Institut supérieur de formation. Donc, le secteur de la santé n'est pas là tout de suite une priorité pour Sékou Touré, peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens, peut-être parce qu'il réfléchit comment est-ce qu'il faut faire, mais tout de suite, là, ça ne colle pas. Il ne pense pas à ça, il pense plutôt à autre chose. Alors, je dois beaucoup m'excuser parce que je connais mal l'utilisation de ce système-là. Et là, je n'ai pas tout à fait mon écran devant moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est la définition de la médecine par Sékou Touré. Sékou Touré prend 3 ans, presque, pour définir la médecine. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce que son peuple mérite? Quelle est sa vision pour son peuple? Comment révolutionner ce qu'il a trouvé là? Comment révolutionner la médecine? Il réfléchit. Il donne des définitions. J'ai rencontré une 15aine de définitions de Sékou Touré. C'est vrai que tout veut dire la même chose. Sékou Touré était un grand théoricien. Donc, la médecine populaire, il rajoute populaire, vous verrez tout à l'heure pourquoi, est comprise comme l'ensemble des connaissances et des pratiques assimilées par un peuple dont l'objectif est de créer chez l'homme social et dans tout. Voilà. Tout le temps, il met le peuple dans ce qu'il fait et il faut révolutionner cette médecine-là. Je n'ai pas mon écran,
Mais il faut révolutionner la médecine pour la rendre populaire. Et elle ne doit pas être un privilège. Donc, Sékou Touré, il le dit, il le définit comme ça. Oh, excusez-moi, je ne parviens pas à rentrer dans mes machines. Excusez-moi. Parce que j'ai du mal. Voilà. Donc, je continue sur les définitions de Sékou Touré. Ça, c'est en 1964 aussi. Il définit la santé comme étant une institution scientifique gouvernementale d'action spécialisée polyvalente, vous le voyez. Et là aussi, il va arriver, c'est pour le peuple, c'est par le peuple et c'est avec le peuple. Il va continuer ces définitions qu'on trouvera de partout. En 1974, ce sera aussi une autre définition, mais la même. Il n'y a que les mots qui changent. La médecine populaire, dans son principe, est l'ensemble des connaissances et des pratiques utilisées par l'ensemble du peuple, ayant pour objectif de créer chez chaque homme social et dans toutes les sociétés les conditions optimales de santé, leur permettant de se développer d'une façon continue et dans toutes les dimensions. Donc, il continue, il définit tout le temps, il définit ce qu'il veut faire de la médecine. Ça change, hein. Au cours des années, il améliore un tout petit peu. La médecine révolutionnaire, c'est la médecine exercée, et donc je pense qu'on arrive à cette définition-là. Et c'est celle-là qui va, à partir de là, être employée. C'est une médecine qui sera exercée par tous et donc qui est toujours en progrès. Sékou Touré soutient donc que le développement de la médecine populaire en tant que science technique et pratique ne doit pas être l'apanage d'une classe donnée. Ça ne doit pas être que pour des professionnels. On verra tout à l'heure, ça va être un sérieux problème. Selon lui, la révolution a aussi pour mission de démystifier la médecine pour la rendre intégralement au peuple. Et là, on va arriver à santé pour tous. Sékou Touré, qui a vraiment passé 3 ans, comme je disais tout à l'heure, à définir ce que va être la médecine, la santé, le système de santé qu'il veut pour son peuple. En 61, il va mettre ce système de santé-là lors de la première réforme du plan triennal 60-63, la santé au cœur de sa révolution. Après avoir longtemps réfléchi, défini la mission, les organisations, et bien là, il passera à la mise en pratique. Mais une très grande mise en pratique parce que dans ce plan triennal-là, la santé va occuper le plus grand budget, peut-être. Oui, je n'ai pas exactement les données parce que dans le second plan qui est septennal, ça change. Les données, ce qu'on a annoncé dans le premier plan triennal n'est pas les mêmes données que vous retrouvez dans le deuxième plan triennal sur les leçons tirées du premier plan. Mais ce qui est sûr, c'est que Sékou Touré va entamer un très grand projet de construction des formations sanitaires. Excusez-moi. En 1964, à la fin de ce plan triennal, pour entamer le plan septennal, le premier plan septennal, Sékou Touré arrive à ces résultats que vous voyez devant vous. Alors, rappelez-vous que tout à l'heure, je disais qu'on aurait dressé une liste de 2 hôpitaux de première catégorie. Et bien là, on arrive à 4. Des hôpitaux de deuxième catégorie, on est à 17. Et surtout, le plus important, c'est peut-être le nombre de lits. Et pour une population de 3 millions à peu près de personnes estimées en 1958, Ansoumane Doré nous avait dit qu'il y avait 3 000 lits à peu près. Et là, en 1964, on est à plus du double de ces lits-là. Or, la population n'a pas doublé. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de statistiques parce que je ne les ai pas trouvées. Donc, là, l'autre volet de Sékou Touré, ce sera former. L'éducation et la formation ont été les premières
priorité de Sékou Touré. L'africanisation des cadres est un élément clé dans sa révolution. Il faut africaniser les Africains, excusez-moi, mais il faut les africaniser, ces Africains, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre, dans leur façon de se comporter. Il faut que l'Africain soit africanisé pour qu'il s'approprie des problèmes de l'Afrique, pour qu'il soit un révolutionnaire, parce que les Africains doivent révolutionner l'Afrique. Et ça, pour Sékou Touré, ça a un double objectif. Le premier, il faut assurer la souveraineté politique sanitaire de la Guinée face au retrait du personnel français. Mais un autre, et qui n'est pas le moindre, une autre mission, c'est de prouver à la France qu'elle a eu tort de partir et de prouver à la face du monde que lui, il peut prendre en charge ce pays-là et qu'il peut faire ce qu'il faut pour que le système il ne tombe pas. Et surtout, au vu de ces résultats, il faut absolument passer à une vitesse supérieure pour montrer qu'il est capable, que la révolution, elle fonctionne. Sékou Touré se met à former. Il construit 2 écoles de formation. Il y avait déjà une qu'il a renforcée à Conakry, qui est là depuis 1949. Il construit 2 écoles de formation à Kindia et à Labé. Mais en 1967, c'est d'ailleurs une date très, très importante pour la Guinée parce qu'on est dans la révolution culturelle et c'est là où le pays était absolument et totalement, on peut dire, sous contrôle de Sékou Touré. Et pour ce qui est de la formation, là, il atteint des sommets. Il crée en 1967 la faculté de médecine. Et là, c'était tout ce qu'il pouvait espérer. Parce qu'avant la faculté de médecine, eh bien, on formait des agents de la santé, des techniciens de la santé. Mais l'ouverture de cette faculté de médecine offre pour la première fois la possibilité de former sur place des médecins, de former des cadres supérieurs compétents. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Sékou Touré parce que là, on a atteint des sommets. On peut envoyer, parce qu'il a toujours continué d'envoyer des étudiants guinéens dans les pays, particulièrement les pays de l'Est, où les étudiants ont toujours eu des bourses, hein, tout le temps qu'il était là et avant d'ailleurs, mais il a toujours continué ce système de bourse, ce qui fait que vous avez aujourd'hui beaucoup, mais qui sont un peu à la retraite, beaucoup de médecins guinéens qui sont formés dans les pays de l'Est. Il a continué cette coopération, mais à partir de là, il a réussi à africaniser la formation parce qu'il a aujourd'hui des médecins, des vrais médecins qui seront formés dans son propre pays par des enseignants des pays de l'Est et d'autres, mais qui pourront à leur tour former les Guinéens dans... Alors, l'accès aux médicaments. C'est intéressant de construire des hôpitaux, de construire des centres de santé, c'est important d'enseigner, mais la santé, c'est un peu aussi les médicaments. Et comment est-ce qu'il faut faire pour les médicaments? Quelles mesures Sékou Touré a pris pour les médicaments? Il a voulu allier 2 choses. Les médicaments de la médecine dite moderne et surtout intégrer les médicaments dits traditionnels. Mais dans un pays où tout appartient à l'État, et l'État c'est le peuple et vice-versa, donc c'est à l'État de tout gérer. Le premier objectif, c'est assurer le contrôle et l'approvisionnement. Et bien, puisque tout appartient à l'État, il met en place une pharmacie centrale. C'est une sorte de centrale d'achat. Et les médicaments sont commandés par la pharmacie centrale, achetés par l'État et chargés par cette pharmacie centrale du ravitaillement des médicaments à l'intérieur du pays. Et la médecine traditionnelle, Sékou Touré veut intégrer la médecine traditionnelle. Il le rêve. Je ne sais pas très bien lire ce qui est là parce que c'est trop petit pour moi, mais il a dit en substance, si vous pouvez le lire, c'est que nous ne disposons pas ou nous ne disposerons pas suffisamment de devises étrangères pour importer continuellement des médicaments, mais si nous valorisons la flore, la faune et les diverses ressources naturelles pour tirer tel ou tel produit, nous pourrions alors faire face aux problèmes de médicaments.
Et là, il veut associer la médecine traditionnelle. Il va jusqu'à vouloir enseigner la médecine traditionnelle, parce que pour lui, il est urgent d'enseigner cette médecine traditionnelle-là. Il est important que cette médecine traditionnelle entre de plein-pied, non seulement à l'École nationale de la santé, à la faculté de médecine, mais dans d'autres facultés, comme la chimie, la pharmacie. Et il faut que chaque structure de santé fasse de la place pour la médecine traditionnelle, que ce soit au niveau préfectoral, au niveau du village ou au niveau du secteur. Il faut que dans un centre de santé ou dans un dispensaire, qu'il y ait une partie, qu'il y ait un espace dédié à la pharmacopée, à la médecine traditionnelle. Il faut qu'il y ait un répertoire, d'abord de ceux qui peuvent le faire, de ceux qui ont les connaissances, un répertoire de leurs produits et surtout voir dans quelle mesure il faut associer ces produits-là dans le traitement de la population. Bon. Avant d'arriver là, je reste là pour quand même signaler, vous allez me rappeler mon temps parce que je commence à parler, c'est un peu difficile. Donc, il vous reste 10 minutes, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Donc sur la médecine traditionnelle, il veut faire la promotion de cette médecine-là qui constitue, comme je disais tout à l'heure, le second volet du système de santé en Guinée. Mais l'objectif est quand même très, très ambitieux. Je dirais dans le bilan, je ne veux pas anticiper, mais ce qu'il souhaite, c'est parvenir à l'articulation entre médecine traditionnelle et médecine dite moderne pour mettre en place ce qu'il a appelé une médecine supérieure, à la fois plus riche, plus efficace, plus scientifique, qui s'adapterait mieux au milieu social. Donc ça, c'est un peu difficile dans un pays où on n'a pas encore de laboratoire. Mais néanmoins, c'est sa vision parce que là, ce soir, on parle de la vision de Sékou Touré. Donc, on va aller sur les limites et le bilan de la révolution Sékou Touréenne. Sékou Touré a eu des ambitions et il a consenti des efforts, mais vraiment des grands efforts, pour la mise en place d'un système de santé révolutionnaire et populaire. Mais le bilan de cette politique présente de sérieuses limites. Déjà, le caractère utopique de certaines ambitions et certaines initiatives ne pouvaient pas réussir. Quand on prend l'exemple de la médecine traditionnelle, Sékou Touré a voulu que la médecine ne soit pas exercée, déjà même la médecine moderne, qu'elle ne soit pas exclusivement exercée par les professionnels initiés à la science. Or, il est difficile de parvenir à une étroite collaboration, voire à une interaction entre médecine traditionnelle, médecine moderne, ou à une idée de partage des rôles entre les praticiens et les patients. Ça, c'est louable si on arrivait là, si chacun pouvait se soigner et qu'on pouvait interchanger les rôles. Sauf que la faisabilité pose vraiment un réel problème. Et là, il y a eu un autre aspect qui est politique, qui a empêché à Sékou Touré d'atteindre peut-être les objectifs, on revient peut-être dans les questions, qu'il se fixait au départ. Il y a eu assez de tensions politiques et économiques qui ont émaillé le règne de Sékou Touré. Et surtout, il y a eu beaucoup d'arrestations dans les complots supposés réels ou pas. Ce n'est pas le sujet de notre discussion. Mais il y a eu beaucoup de médecins qui ont été arrêtés dans ces complots-là, les vrais ou des faux complots. Et puis, ce qui a fait qu'il y a eu un relâchement du contrôle. Il y a eu, à un moment donné, des détournements, que Sékou Touré reconnaîtra d'ailleurs. Il y a eu des détournements de médicaments, le non-respect des tarifs, bien que il y avait des tarifs imposés, mais
personne à un moment donné ne les respectait, ou en tout cas ceux qui le respectaient, c'est ceux qui pensaient que s'ils le faisaient, s'ils ne les respectaient pas, il allait se faire prendre. Et puis il y a eu une baisse de niveau de formation, ça c'est dans les enquêtes. Et bien, il y a eu aussi une pénurie de médicaments. Donc le secteur pharmaceutique a été frappé par vraiment d'importantes difficultés de rupture et surtout des médicaments spécialisés. Ce qui fait que ce qui rentrait dans le pays comme médicaments spécifiques était, quand je dis médicaments spécifiques, je veux bien parler par exemple, des médicaments de diabète et autres, pas ce qui tuait les Guinéens, le palu et voilà, les maladies qu'on peut appeler les maladies de base. Donc tout était sous contrôle. Et on savait, le directeur de la pharmacie centrale savait ce qu'il avait vendu, à qui il avait vendu. C'est pas, je veux arriver à mon temps, je sais, mais j'aimerais quand même raconter une toute petite chose pour illustrer ça. Ce que la femme d'un ancien directeur de la pharmacie m'a dit un jour, il lui restait une ampoule d'insuline et il l'a vendue vers 17 heures. Sauf qu'à 2 heures du mat, il entend un véhicule et puisque nous sommes après 1975 et tout le monde attendait à être arrêté, surtout ceux qui avaient des postes de responsabilité, et bien, il entend le véhicule et ça toque à sa porte et il dit à sa femme, écoute, le matin, tu vas prendre les enfants, vous allez quitter Conakry parce qu'ils sont venus m'arrêter et ne restent pas ici. Et quand il sort, il tombe sur le médecin du président, le médecin guinéen du président, qui lui dit, on a besoin, le président ne va pas bien, on a besoin de l'insuline. Et il dit, ce qui me restait, je l'ai vendu à 17 heures. Et il dit, je pense que tu as tout intérêt à te rappeler à qui tu as vendu ce produit et espérer qu'il n'a pas utilisé le produit. Donc, ils sont allés cette nuit-là chercher le produit parce qu'ils savaient à qui ils l'avaient vendu. Et ils ont récupéré le produit. Heureusement, le gars ne l'avait pas utilisé pour tous les deux. Alors, la médecine traditionnelle est restée vraiment utopique et il n'a pas réussi, malgré la création d'une division au niveau du ministère de la Santé. Il a nommé en 1981, ça c'est un peu à la fin de son règne, un ministre de la Santé qui lui-même croyait en la médecine traditionnelle. Il me disait, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans mes entretiens, qui me disait qu'il avait été mordu par un serpent venimeux et qu'il avait été soigné par un tradithérapeute, ce qui fait qu'il croyaient en cette médecine-là et ils ont mis beaucoup d'argent dans cette médecine-là. Malheureusement, quelque chose n'a pas fonctionné et c'est un chantier qui est resté comme ça. Alors, est-ce que l'accès à la santé a été une réalité? Quand Sékou Touré quittait la Guinée, il est indéniable que Sékou Touré a fait des gros efforts en matière de santé en Guinée. Ça, c'est indéniable. Ce qui est aussi indéniable, c'est qu'une grande partie de la population n'avait pas accès aux soins de santé en 1984, même si de 58 à 84, d'après les données, la population guinéenne a doublé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Sékou Touré a eu exactement ce qu'il a fait avec l'administration coloniale, c'est qu'en 1984, ce sont les successeurs de Sékou Touré qui ont dressé le bilan de sa politique et ils ont peint un tableau absolument sombre de ce qu'a laissé Sékou Touré dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la santé. C'est ce qui fait qu'en 1985, il y a eu les États généraux de la santé pour définir la nouvelle politique sanitaire parce que celle qui était là n'était pas adaptée, n'était pas. Donc peut-être c'est parce que ces nouvelles autorités-là ont voulu attirer des financements internationaux ou de certains pays occidentaux, ou peut-être c'est une réalité. Mais bon, en tout cas, il y a les deux. Est-ce que Sékou Touré a eu confiance à son système de santé? Il est mort en 1984 dans un hôpital américain. Est-ce qu'il se soignait réellement en Guinée? Je n'ai pas trouvé quelqu'un
peut me le confirmer. À chaque fois que j'ai posé la question à des proches de Sékou Touré, ils m'ont dit que Sékou Touré profitait beaucoup de ses voyages à l'étranger pour pouvoir se soigner. À part ce truc de l'insuline-là, je ne vois pas, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a soigné ou qu'il l'a vu ou qu'il l'a entendu. Par contre, lui, il n'avait pas confiance au système de santé guinéen avant 1958, parce que je suis tombée dans les archives sur une note, sur un courrier-réponse, où Sékou Touré s'était adressé au gouverneur pour évacuer sa fille en France pour des soins, et le gouverneur l'avait accepté. Donc en 1957, c'était un problème. En 1984, il n'est pas mort en Guinée. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un problème? Est-ce que pas? Est-ce que Sékou Touré a réussi sa révolution? Mais vous allez me dire, mais en tout cas, il y a là des données tangibles qu'on a retrouvées et qui sont justifiées, ces données-là. Sékou Touré a fait des efforts et sa révolution a peut-être fonctionné. Je vous remercie et j'attends les questions. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Ah, je ne vous entends plus, moi. Non, excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver le bouton. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour votre papier. Non, vous n'avez pas du tout dépassé votre temps. Exactement 30 minutes, c'est même parfait. Merci pour votre papier. Je juste poser une petite question avant d'ouvrir les questions. Vous avez les chiffres là que vous montrez. Vous savez la différence entre hommes et femmes? Est-ce que qui sont les médecins, pharmaciens? Ce sont des chiffres globaux que vous avez? Alors là, c'est parce que je n'ai pas réellement le temps et surtout, je ne pouvais pas faire de grands tableaux. Mais sinon, il y a des chiffres. Par exemple, dans ma thèse, j'ai réussi à reconstituer des chiffres avec des femmes. Donc, les femmes sont plus dans les formations avant l'université, donc les formations techniques, les infirmiers et les infirmières, ça c'est depuis d'ailleurs l'administration coloniale, hein, et ça a continué. C'est difficile d'avoir des femmes médecins, elles sont là, même aujourd'hui, elles sont nombreuses, il y a beaucoup qui m'ont accordé, bon pas beaucoup, elles n'ont pas beaucoup de temps, mais en tout cas elles sont nombreuses, il y en a qui m'ont accordé des interviews, mais c'est là où, c'est dans le personnel auxiliaire de santé, c'est là où vous trouverez beaucoup plus de femmes. Là, je peux m'affirmer sans risque de me tromper que vous avez la majorité des femmes, mais je ne les ai pas, mais je pourrais les retrouver dans ma thèse. Là, je ne les avais pas. Non, mais c'est juste comme ça m'intéressait. Merci beaucoup. Merci. Il y a plus de femmes, beaucoup plus de femmes dans le personnel médical auxiliaire que dans les médecins. Donc, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de pays dans le monde, j'imagine. C'est le même schéma, oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un a des questions, s'il vous plaît? Alors, je crois que ma collègue à côté de moi a une question. Hein. C'est mieux si vous avez, moi j'ai une question. Toute la révolution de Sékou Touré, c'est mieux. J'ai une question. Allez-y, monsieur Abdoulaye. Allez-y, monsieur Abdoulaye. OK. Je remercie d'abord la présentatrice. Son sujet est très riche en informations. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis en fait dans un endroit où je ne peux pas parler fort là. OK. En fait, ma question, c'est de savoir quelles sont les maladies qui sévissaient en cette période révolutionnaire en Guinée et quelle fut la place de cette santé révolutionnaire dans la lutte contre ces maladies. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir quelles sont les stratégies qui étaient mises en place par la Révolution pour intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé guinéen. Je ne sais pas si vous avez compris mes deux questions. Oui, alors la première question, quelles sont les maladies qui sévissaient en Guinée? Ce sont les maladies qu'on avait là avant même l'administration coloniale. C'est les maladies de sommeil, c'est le palu et le choléra. C'est toutes ces maladies qu'on appelle des maladies africaines qui, comme on dit souvent, la pauvreté
des Africains n'étaient pas contagieuses, mais par contre, les maladies, donc ces maladies étaient là. Donc, puisque vous le savez, Monsieur Barry, les hôpitaux ont été d'abord construits pour soigner les Blancs qui mouraient de ces maladies-là. Et puis après, ce service de santé a été élargi à la population. Donc, ce sont ces maladies-là qui ont été, la trypanosomiase, qui ont été éradiquées en grande partie déjà avant 58. Et ce qui restait en 58, il n'y a eu qu'une continuité. Ce qui est intéressant dans cette politique révolutionnaire de Sékou Touré, c'est qu'il n'a rien changé en réalité de ce qu'il a trouvé là. C'est une continuité, mais c'est-à-dire on fait une révolution sur ce qu'on a déjà trouvé. Donc, il a continué, les médicaments sont restés les mêmes, les méthodes de soins sont restées les mêmes, à part qu'il y a eu une augmentation du service, une augmentation de l'infrastructure sanitaire. Alors, quelle a été la place de la révolution? C'est que là, Sékou Touré a voulu que ce soit en santé pour et par le peuple. Il a mis en place un système de santé par degré. À partir du plus petit hameau, il y avait un système, il y avait une infrastructure sanitaire. Et c'est à partir de là qu'on répertoriait. On pouvait aller vers les malades, tout comme on pouvait les attendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une réticence encore de la population guinéenne pour la médecine occidentale. Et qu'est-ce que Sékou Touré a fait? J'enchaîne directement avec la deuxième question. Quelles ont été les stratégies pour intégrer la médecine dite traditionnelle? C'est d'abord tout de suite la mettre au cœur de sa politique. Dire que nous avons des ressources. C'est indéniable que ces plantes-là ont des vertus. Ça, on sait que ces plantes ont des propriétés. Maintenant, comment on peut arriver à transformer et à mettre ça à la disposition de la population? C'est là où il a investi. Malheureusement, je n'ai pas quelque part où pour le premier régime, j'ai des données pour cette médecine traditionnelle-là. Il a voulu l'intégrer et un jour, Dr Bakaba, c'est son ministre de 1981, qui avait tellement confiance, comme je disais tout à l'heure, à la médecine traditionnelle, a créé une division. Mais avant ça, il en existait. Il a voulu renforcer cette division-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? D'après ce qu'il me dit, ils ont mis de l'argent à la disposition des tradithérapeutes. Et ils ont constaté que ces tradithérapeutes allaient acheter de la nivaquine dans les pharmacies pour venir mettre la nivaquine mélanger la nivaquine avec leur médecine. Parce qu'ils avaient envie qu'on dise que ça fonctionne et qu'ils utilisent maintenant la médecine moderne pour soigner le palu. Et alors, ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que ce tradithérapeute-là, il administrait son médicament à la population, ça fonctionnait. Sauf qu'il y a eu des dénonciations et il y a eu des enquêtes, ils ont compris que ce n'était pas naturel et que quelque part, on avait du mal à comprendre comment cette médecine, elle fonctionne ou elle doit fonctionner. Et le service qui est dédié à cette médecine a essayé de faire un répertoire, je dispose d'un répertoire, a essayé de faire un répertoire des tradithérapeutes, des plantes, des écorces et tout ce qui existe pour pouvoir l'administrer. Mais avec 100 laboratoires, parce qu'il n'y en avait pas, c'était difficile pour ces gens-là. Et sachant qu'aujourd'hui encore, tous les Guinéens ou presque se soignent avec cette médecine traditionnelle-là, c'était juste une façon de l'encadrer. Mais Sékou Touré, je peux vous dire, c'est resté un vœu pieux. La médecine traditionnelle n'a pas du tout été intégrée à la médecine moderne en Guinée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi notre audience? Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Nous l'entendons. Allez-y, monsieur Diallo.
moi, je m'appelle Biro Diallo. Je suis aux États-Unis, à Columbus plus précisément. Je m'excuserai d'abord pour le bruit. Je suis à un endroit où il y a assez de bruit. Je vais essayer de m'éloigner un tout petit peu. Et voilà. Donc, je voulais apporter une petite contribution, parce que c'est aujourd'hui que j'ai compris, à travers l'exposé de Madame Diallo, pourquoi le grand-père à ma femme a travaillé à l'hôpital régional de Mamou. Mamou, c'est une grande ville de la Guinée. On m'aurait informé que le grand-père à ma femme était docteur à l'hôpital régional de Mamou. Je ne me suis jamais posé la question de savoir comment il a été docteur alors qu'il n'a jamais été à l'école, il n'a pas été formé pour faire de la médecine. Donc, j'ai laissé la question comme ça, je ne me suis jamais posé la question. Mais avec l'exposé de Mme Diallo, je viens de comprendre, avec ce qu'elle a dit, la médecine populaire, que des personnes qui n'avaient pas reçu la formation étaient bien capables de pratiquer cette médecine dite moderne et dans les centres de santé ou dans les hôpitaux modernes. Et pour confirmer cela, lorsque j'ai épousé ma femme, de lui faire comprendre la famille de ma femme, lorsque j'ai parlé du grand-père à ma femme, il m'a dit que oui, tiens, je le connais, il travaille à l'hôpital de Mamou, il m'a soigné une fois. Donc, c'est bien vrai que... Monsieur Diallo, vous êtes coupé. Ah voilà, allez-y, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je recevais des appels, je suis désolé. Donc, c'est bien vrai qu'au temps de Sékou Touré, des personnes non formées en médecine pratiquaient, bien entendu, cette médecine moderne. Et maintenant, la question que je voudrais poser à Mme Diallo, c'est par rapport au centre de recherche de Foulaya. On sait que là, on fabriquait du venin, ce produit pour lutter contre les morsures de serpents. Pas très longtemps, l'ancien président Alpha Condé confirmait, disait dans une de ses interventions que lorsque les colons sont partis, ils ont ouvert les vannes où les serpents étaient cagés. Ils les ont laissés à l'air libre, abandonnés à l'air libre. Est-ce que dans vos recherches, madame, vous avez pu vérifier cette information? Qu'est-ce que, par après, si oui, c'est vrai, qu'est-ce que le régime de Sékou Touré avait fait de ce centre après que tous les serpents ont été laissés par les colons? Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Merci pour votre contribution. C'est vrai qu'il y a eu des non-initiés, comme avait dit Sékou Touré, dans les hôpitaux guinéens, mais c'est des cas un peu rares parce qu'il avait compris que ça ne pouvait pas fonctionner, mais il y avait une formation parallèle de ces non-initiés quand même pour quelque temps pour savoir comment faire une piqûre, pour savoir comment il faut poser un cathéter, je ne sais pas si ça existait encore et tout ça. Donc, il y avait un minimum de formation de ces gens-là pour les intégrer à l'hôpital. Alors, pour ce qui est de Pastoria, j'avoue, quand j'ai entendu le président Alpha Condé le dire, j'étais étonnée parce que moi, j'ai mené mes enquêtes à Pastoria et c'est dans ma thèse. Alors, c'est vrai que dans la tête des Guinéens, quand l'administration coloniale est partie, parce que c'est aussi ce que Sékou Touré a vendu, c'est qu'ils sont partis avec tout. Mais quand on dit tout,
c'est tout. Moi, j'étais étonnée de voir qu'il restait 5 médecins français et francophones en Guinée, parce que ce qu'on nous a appris, c'est qu'ils sont partis avec tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils l'ont jeté en haute mer. Il y a une part de vérité, c'est vrai, mais aussi il y a une part d'exagération. Ils sont partis avec les moyens, c'est vrai, mais ils ont laissé certaines personnes qu'ils avaient déjà initiées, ce qui fait que le système ne s'effondre pas. Le système ne s'est pas du tout effondré, il n'y a pas eu de rupture du tout. C'est pourquoi Sékou Touré est resté de 58 jusqu'à 61 avant de regarder même la santé. Il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu manque de moyens. Je suis tombée aux archives sur un dossier, sur un document. 2 mois avant, le document était saisi à la machine. Et 2 mois après, le même document a les mêmes informations, mais cette fois-ci recopiées avec la main. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus de ruban pour la machine? Ou est-ce que c'est parce que la machine est en panne? Ou est-ce que c'est parce que la machine a été emportée par l'administrateur colonial? Ou c'est parce que la machine a été jetée en haute mer? C'est difficile de le savoir. Mais quelque part, il y a une exagération aussi de l'héritage de l'empire colonial français en Guinée. Alors, j'avais posé cette question au directeur actuel, ça je parle en 2016, quand j'ai mené mes enquêtes, de qu'est-ce qui s'est passé à Pastoria. Pastoria, c'était un laboratoire, c'était un très grand laboratoire. C'est vrai qu'il y avait plusieurs sortes d'animaux à Pastoria. Mais quand l'État guinéen a pris le pouvoir, l'État guinéen n'avait pas les moyens de nourrir les bêtes, avait déjà des problèmes à nourrir les humains. Ça, c'est aussi une réalité. Et ce système-là, comme ceux qui s'en occupaient étaient partis, et il faut se rappeler que les Guinéens n'étaient pas formés pour ça. Et il a fallu qu'il y ait un temps aussi de formation. Et il fallait trouver les moyens. La Guinée s'est tournée bien évidemment vers la Russie. Ce sont les Russes qui sont venus pour remettre les moyens dans ce laboratoire-là. Il y a eu peut-être des serpents qui se sont échappés, il y en a qui sont morts, il y a eu des lions, des animaux, beaucoup d'animaux qui sont morts par la faim, les maladies, parce que ces animaux n'étaient plus soignés. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, mais les directeurs n'ont pas confirmé vraiment qu'il y a eu, qu'on a relâché ces serpents-là dans la Beauce. Mais je veux toujours continuer, si vous voulez, à rechercher des gens de Pastoria encore. Cette Pastoria a déclenché beaucoup d'histoires. Ouais. Je vois qu'on a la main de M. Abdoulaye. Est-ce que M. Abdoulaye, vous vouliez rajouter quelque chose? Madame Edwige, okay. M. Abdoulaye. D'abord, M. Abdoulaye, rapidement, ensuite Madame Edwige. Allez-y, M. Abdoulaye. OK. Pour continuer sur le même angle que M. Diallo, en fait, en parlant de réalisation, je pense, j'avais entendu parler d'une usine de Nivakil ou de Kinin à Macenta. Je pense que c'est au temps du régime révolutionnaire. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette usine? Alors, non, je peux vous dire non, parce que d'abord, on n'a pas eu assez, j'ai eu suffisamment de temps, mais je n'ai pas eu les contacts. Ça, c'est un. Je ne me suis pas intéressée à tout. Je me suis intéressée aux infrastructures de formation, aux infrastructures d'accueil, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé, aux infrastructures d'accueil aussi, mais du personnel médical, les logements, la formation, la médecine traditionnelle et tant d'autres choses. Parce que la médecine traditionnelle en elle-même ne fait pas, c'était vraiment pas mon sujet en réalité. Donc c'est juste que j'ai eu, là j'ai un article qui va apparaître et j'ai une communication le 24 sur la médecine traditionnelle avec le CESMA. Je ne me suis pas intéressée vraiment à cette usine parce que je n'ai pas trouvé les archives déjà au niveau de Conakry. J'ai eu assez de difficultés, c'est peut-être pas une excuse, mais au moment où j'ai commencé ma recherche, les archives nationales étaient fermées pendant 8 mois. Et la série H qui m'intéresse est sous scellée. Donc, aujourd'hui, c'est tellement difficile. Donc, je rappelle que je suis quand même en histoire la première personne à s'être intéressée à la santé en Guinée et c'est vraiment un tabou. Et malheureusement, les enquêteurs, ils vous disent
pas les mêmes choses, les mêmes personnes, vous les interviewez parce que c'est que les États en Guinée, je pense, font, je veux dire, l'avantage, le mérite, excusez-moi, je caricature, qu'ils ont, c'est de nous faire regretter l'ancien. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie en Guinée sur le régime de Sékou Touré. Vous allez voir quelqu'un vous parler, parce que je pars sur une période très longue, comparative, c'est-à-dire ma première partie, c'est l'époque coloniale, donc de 1900 à 1958. Ma deuxième partie, c'est de 58 à 84 et ma troisième partie après 84. Donc, à chaque fois, on a envie, on a l'impression qu'on ramène tout aujourd'hui à Sékou Touré et les gens vous disent, oui, au moment de Sékou Touré, il y avait du sérieux. Au moment de Sékou Touré, au moins il y avait ça, au moins il n'y avait pas, au moins il y avait ça. Finalement, vous vous dites à un moment donné, mais la vérité, elle se trouve où? Est-ce que ce que ces gens-là me disent? J'ai eu des personnes qui ont voulu me parler de la forêt, de cette infrastructure, mais comme je n'ai pas eu les archives, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que je me disais que c'était vraiment périlleux. Si je n'ai pas les données archivistiques, je ne vois pas comment simplement je peux analyser ça avec des données orales. C'est un peu difficile. Mais peut-être que là, je vais m'intéresser, M. Barry. Je vais m'y intéresser. C'est un dialogue. Oui, le travail d'historien dépend de ce genre de choses, exactement. Exactement. Madame Edwige, vous avez une question? Allez-y. Autant vous entendre encore. Allez-y, madame. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. OK. Et merci à Madame Diallo pour son exposé, qui est vraiment enrichissant. Et pour ma part, je voulais savoir, est-ce que Madame Diallo a des statistiques? Parce qu'à l'entendre, on voit que le système mené par le président Sékou Touré a mis ensemble la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Mais est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent le nombre, par exemple, de décès sous la colonisation et pendant le système du président Sékou Touré? Voilà, merci. Merci, madame. Bien sûr qu'il y a des statistiques. Alors, je vais vous surprendre et même vous décevoir. Parce qu'en Guinée, il faut prendre les statistiques avec beaucoup, beaucoup de précautions. Quand Sékou Touré est arrivé au pouvoir, il a peint un tableau tellement sombre de la colonisation qu'il était difficile pour, à part ceux qui parlaient au nom vers les mémoires de 1975, c'était de très bons mémoires, mais quand vous ouvrez le mémoire, c'est déjà tombé sur vive le responsable suprême de... Voilà. C'est-à-dire, il faut déjà rendre hommage à Sékou Touré d'avoir jeté le blanc hors des frontières guinéennes. On revient aux archives. Les archives en Guinée de l'administration coloniale sont bien rangées. Sauf que les statistiques que vous trouvez dans ces archives-là, il est difficile de les comparer avec le deuxième régime. On a l'impression que pour les mêmes, parce que je vous donne un exemple, aux archives de Dakar, je trouve des documents. À Conakry, je trouve les mêmes documents et croyez-moi, ce n'est pas les mêmes chiffres. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, ou disons, ce régime, et d'ailleurs il n'est pas le seul parce que je suis tombée sur la même situation avec le régime de Lansana Conté, c'est qui fait les statistiques? Pourquoi on fait les statistiques? Si on veut avoir de l'argent pour la mortalité, on dit qu'il y a trop de morts en Guinée. On gonfle les chiffres. Quand on veut prouver que nous avons maîtrisé la situation, et là, dans ce cas, on réduit les chiffres. Je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Je veux juste dire que les chiffres, les statistiques que nous avons, ce sont des chiffres à manier avec assez de précaution. Et en plus, les archives ne sont pas accessibles. Pas tout le temps. Et donc, j'ai réussi à reconstituer bout par bout ce que je trouve à Dakar ou ailleurs ou en Guinée, à essayer de reconstituer. J'ai aujourd'hui des statistiques plus ou moins fiables sur la première
période, c'est-à-dire la période coloniale. Mais pour ce qui est de la période de Sékou Touré, vous n'avez pas les bonnes statistiques. Parce que d'abord, les archives de la Guinée sous Sékou Touré ne se retrouvent pas ailleurs parce que le pays était fermé. J'ai posé la question à un vieux qui n'est pas allé à l'école. Pour les Français qui sont là, ils m'excusent. Hein, parce que chez nous, quand on dit vieux, ce n'est pas mal parler à quelqu'un, c'est le respecter déjà. Donc, j'ai posé la question à un vieux, j'ai dit, mais à votre avis, quel est le problème de la Guinée? Pourquoi depuis l'indépendance, on n'a pas bougé de là où nous sommes? Ce vieux me dit, mais c'est parce que Sékou Touré a trop fermé et que Lansana Conté a trop ouvert. Donc, pour Sékou Touré, c'était beaucoup trop fermé et que tout devait rester à l'intérieur. J'ai des statistiques, mais ces statistiques, je vous assure, sont gonflées et ne reflètent pas les réalités. Parce que quand on parle de nombre de morts dans un hôpital, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur de la Guinée qui remonte. Il n'y a même pas d'acte de certificat de naissance pour beaucoup de Guinéens, à plus forte raison un certificat de décès. Donc, ils ne sont pas capables de le savoir. Et surtout, il y a un grand décalage entre les médecines. Tout le monde est à la médecine traditionnelle d'abord, souvent, c'est comme ça. Et c'est quand les gens meurent ou ils sont vraiment à la fin qu'ils viennent à l'hôpital. Et plus souvent, les médecins ne veulent pas les prendre parce que pour eux, ils ont commencé ailleurs et que ça échappe à tout contrôle. Donc, si on prend du point de vue de la population, la mortalité, elle a quand même baissé depuis 1958. Sous Sékou Touré, elle a beaucoup baissé et sous Lansana Conté, elle a très bien baissé. Merci. On a une question de ma collègue. Oui, moi j'ai une question qui est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire. Un petit peu l'influence des institutions, je pense plutôt après 84. La question se pose plutôt après 84, mais des institutions internationales. Et donc en lien avec ces problématiques de statistiques et de données qui ne sortaient pas de Guinée, mais aussi quel était l'argent qui a pu être, quelles ont été les implications financières? Est-ce qu'il y a de l'argent de l'extérieur qui a été injecté dans le système de santé guinéen? Et est-ce qu'il y a eu des conséquences de ces peut-être flux financiers venant d'institutions internationales ou d'autres pays? Il y a eu de l'argent des institutions internationales, mais c'est comme si ça n'a même pas existé. Ce n'est que, oui, c'est vrai, on le trouve dans les archives, mais on ne le trouve nulle part, hein, dans les archives, mais dans les archives à l'extérieur. Okay. Dans les archives à l'intérieur, on a l'impression que de 58 à 84, personne n'est venu apporter un centime à la Guinée, ni une institution internationale, ni un autre pays. Les premiers montants, les montants qu'on met en avant, c'est le soutien du Ghana après l'indépendance de la Guinée, c'est le soutien du Maroc après l'indépendance, c'est le soutien du Libéria financièrement, et ce sont les pays de l'Est qui sont venus non seulement financer, apporter des financements dans la construction, prendre en charge les enseignants qui sont venus pour enseigner à Conakry et donner des bourses aussi parce que tout au long du régime de Sékou Touré, il y a eu des bourses dans les pays de l'Est. Et la Guinée aussi a payé pour des étudiants pour l'Algérie. Et d'ailleurs, ceux qui sont allés en Algérie, le jour où ils sont rentrés, le jour où ils ont soutenu, il y avait un avion qui les attendait parce que le régime avait peur qu'ils ne s'éparpillent dans la nature ou qu'ils ne quittent l'Algérie pour aller ailleurs. Donc, de la salle de soutenance, ils ont été directement conduits à l'aéroport pour entrer en Guinée et servir le pays. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé dans les archives, et ça, je n'avais pas le temps de dire tout ça ici, mais il y a eu, bien sûr, des financements des institutions internationales et l'apport, et surtout un apport constant, par exemple, de la Croix-Rouge française. Il y a eu un apport constant sur du matériel. Donc, j'ai retrouvé souvent des dons de motos pour désenclaver, pour pouvoir envoyer les médicaments très rapidement à petite échelle, c'est-à-dire d'un village à un autre. Il y a eu un soutien constant de motos de la Croix-Rouge française, mais sinon les institutions internationales, l'ONU a très bien
soutenu Sékou Touré, mais on n'a pas les chiffres en Guinée, mais on a les chiffres inverses. Donc, c'est vraiment difficile dans ce cas d'analyser, d'aller en parallèle parce qu'on n'a qu'une seule, on n'a que des données des institutions internationales. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Madame Odile voudrait parler? Je vois que votre ancienne directrice de thèse est avec nous. Bonjour Odile. Bonjour Vincent. Ah, bon. Ça va? Ça va? Voilà. Oui, ça va, ça va. Et toi au Nigeria? Très bien. Content de te voir à la photo. Voilà. Merci d'avoir invité Safiatou Diallo à s'exprimer sur, comme elle l'a dit, un sujet qui n'a pas été vraiment travaillé avant. Donc, il faut commencer et elle apporte, je pense, beaucoup de réponses déjà à divers axes concernant la santé, la formation, les infrastructures. La discussion là montre bien que beaucoup d'intervenants aimeraient des choses plus précises parfois, notamment plus documentées. Et je pense que Safiatou Diallo a bien montré la difficulté d'accès aux archives, aux sources intérieures, ce qui rend possible ensuite, c'est-à-dire qui ouvre la porte à toutes sortes d'analyses à l'emporte-pièce. Comme ce qui a été dit sur les serpents qu'on relâche, enfin tous ces mythes. J'avais entendu aussi de la part d'un Guinéen une fois l'idée que toutes les archives avaient été déversées en haute mer, alors qu'en fait toutes les archives coloniales sont bien restées à Conakry et dans les cercles. Par contre, comme elle l'a souligné, et peut-être qu'elle pourrait compléter de ce point de vue-là, non seulement les archives ne sont pas accessibles après les indépendances. Alors la Guinée n'est pas le seul pays où il y a des problèmes de ce genre, mais là il y a un contrôle particulièrement strict. Mais peut-être pourrait-elle parler un peu aussi de, comment dire, des réticences qu'ont parfois les informateurs à répondre à des questions, parce que justement, tout ce qui tourne autour du régime de Sékou Touré notamment reste compliqué à aborder. Oui, merci Odile d'être là. Et je suis bien contente de vous entendre. Et ce que Odile dit, c'est une réalité parce que c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression, quand on fait des entretiens en 2016, qu'on a encore Sékou Touré à côté, à la porte. C'est-à-dire l'ombre de Sékou Touré plane encore en Guinée. Et là, c'est d'autant plus concret que quand vous posez une question sur l'administration coloniale, même si les gens ne connaissent pas, ils veulent bien vous répondre, parce qu'on connaît la réponse, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant des années et des années pour ce qui est de l'administration coloniale, on est tous des révolutionnaires. Mais quand vous posez une question sur Sékou Touré, là, on n'a pas envie de répondre. Or, mon sujet, je pensais qu'il n'était vraiment pas sensible. On parle de la santé. Et pourquoi on ne peut pas répondre à une question de santé, sur la santé, entre 58 et 84 aujourd'hui? C'est vraiment difficile, mais on a l'impression que là, il est là à côté et qu'il ne faut pas parler parce qu'il faut savoir qu'en Guinée, pendant longtemps, les murs avaient des oreilles. Donc, on ne peut pas ouvrir la bouche. Le mieux, c'est de garder tout enfui en soi. Pas pour soi peut-être, on a le devoir, on a le droit de se mettre en danger, mais on a le devoir de protéger notre famille, ce qui fait que tout le monde se tait. Donc, à côté de la difficulté d'avoir des archives ouvertes, comme a dit Odile, les archives de la colonisation sont très bien rangées à Conakry. Mais les archives de 1958 à 1984, la série W et la série H, c'est vraiment la croix et la bannière de rentrer là-dedans. Je ne veux pas expliquer ici comment j'ai pu avoir accès à ces archives-là. Aujourd'hui, théoriquement, les archives sont ouvertes, mais avant, ce n'était vraiment pas le cas et la mémoire individuelle se protège en ne disant pas ou en cherchant à dire ce qui n'est pas parfois. Parce que pour les mêmes personnes, vous posez les mêmes questions, ce n'est pas les mêmes réponses que vous avez.
Je ne sais pas si j'ai dit ce qu'Odile voulait entendre. C'est un très bon point méthodologique en général sur l'accès aux archives, ce qui est classé, pas classé, accessible, pas accessible, mais aussi sur la volonté, sur les refus de parler des silences qui pèsent toujours aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, Madame Diallo, pour votre papier aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. C'est vraiment bravo. Bravo à vous. Je tiens aussi à remercier tout le public qui était là aujourd'hui parce que c'est important de vous avoir. Voilà, exactement, je vois qui applaudit aussi. Donc, merci à vous vraiment. Donc, comme je vous disais au départ, ce papier sera enregistré. Donc, je le mettrai sur YouTube au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc, on vous préviendra quand ce sera fait, évidemment. D'ici la fin du mois. Nous aurons notre dernier séminaire de cette année sur l'archéologie et l'histoire du peuplement du plateau de Jos au Nigeria, en anglais, donc la semaine prochaine à la même heure. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.